Salut à tous, non, cette partie n'est pas morte, même si je l'ai laissée en stand-by assez longtemps. On avait commencé à l'époque, c'était en mars-avril, je dirais avril dernier, avec quelques épisodes Roma, c'est normal, puisque j'avais démarré cette partie avec un seul coach, qui avait eu une certaine réussite. On aperçoit ici un but sensationnel, en tout cas sensationnel au niveau de l'importance de Justin Kluivert. Et puis ensuite, cet entraîneur, après 10 épisodes, était parti du côté de Tottenham. Et un jeune entraîneur avait pris la suite à la Roma, ce qui fait que la partie était devenue une partie à deux équipes. Je vous avais laissé sur des épisodes 13. Et le beau jeu était de mise à la Roma, qui était vraiment avec un effectif constitué. Et voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est nous sommes début juin 2023, après 4 années de jeu, donc en fait 4 années de jeu sur Football Manager 2020. Je ne suis pas passé au 2021, hein. Je n'avais pas le temps de toute façon, donc ça sert à pas grand chose. La grosse lutte maintenant devient une lutte à distance. Tottenham-Roma, qui va l'emporter? Eh bien, dans cet épisode, on va se renforcer, on va re-signer, on va essayer de progresser d'un côté, bon, de l'autre aussi, mais aussi je dirais en confirmant le statut de certains joueurs du côté de Rome, et puis aussi en se débarrassant parfois de certains joueurs pour ensuite financer les transferts suivants, bref, du business bien classique. Donc j'essaie de vendre des joueurs qui vont pas avoir une grosse utilité par la technique traditionnelle de je fais monter les prix progressivement, j'accepte la meilleure offre, après je rebalance des offres, etc., etc. Il fallait également trouver une destination pour Alex Meret, que le jeu avait acheté avant que j'arrive à Tottenham, mais il se trouve qu'on a pris Donnarumma. Le PSG se mettait sur les rangs pour Alex Meret. Est-ce que ça va aboutir ? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il y a des joueurs de la Roma, de l'autre côté donc, qui intéressent certains très grands clubs. Et là, il y a vraiment un danger à ce niveau-là. Est-ce qu'on va pouvoir les conserver ou est-ce qu'ils vont être mécontents ? Les petites arrivées. Alors, il y avait Renato, un joueur jeune. Là, je suis sur du jeune joueur que je vais essayer de développer. Morato déjà un peu plus confirmé à ce stade-là. Et le petit João Rezende. Voilà, ça c'est des projets pour essayer de soit les faire progresser, les revendre plus cher, soit les voir intégrer l'équipe s'ils sont vraiment très forts. Et dans le même temps, voilà, ça c'est le moment crucial en fait de ce début d'épisode et de ce début de Mercato 2023. C'est l'offre pour Bastoni. Je vais essayer de discuter avec Bastoni pour le conserver à la Roma parce qu'il est essentiel. Ça fait 3 ans qu'il est là et il est devenu le défenseur central avec Mancini fondamental. Je cherche quoi lui dire. Honnêtement, j'ai cherché dans tous les sens. Il n'y a rien qui pouvait retenir Alessandro Bastoni. L'offre de Liverpool en plus est somptueuse. Et puis Liverpool, il faut dire, est une équipe, je dirais, sensationnelle dans la partie, qui jouit d'une notoriété, il y a un sex appeal qui est inégalable. Et donc, on se retrouve avec cette offre à gérer, avec l'impossibilité de retenir Bastoni quelque part. Du coup, je vais opérer une négociation au moins pour voir si on peut pas avoir un peu plus d'argent. L'offre va être retirée, vous voyez ici. Offre retirée, ce qui veut dire que le joueur du coup va être mécontent, il veut partir. On va donc essayer de lui trouver une destination, sachant qu'il adore l'entraîneur de Tottenham. Vous me voyez venir, je vais faire un truc que je fais pas souvent. Enfin, vous m'avez jamais vu le faire parce que j'ai jamais proposé du Football Manager avec ça. Hein. Mais je le fais pas souvent dans mes parties en général. Je joue à Football Manager depuis très très longtemps. C'était un peu mon jeu de base au début des années 2000 déjà. Et je vais faire un truc, c'est que tout simplement, on va d'abord tester le marché pour voir qui pourrait être intéressé par Bastoni. Et puis on va également, dans un deuxième temps, voir si on ne serait pas peut-être en capacité de l'attirer du côté de Tottenham, où il aurait un statut de titulaire très clairement. Hein, et à ce moment-là, je me dis, ouais, il rejoint son ancien coach dans une équipe qui est amenée à jouer les premiers rôles. Elle est champion sortant de Première Ligue. Il y a la surface financière pour l'accueillir.
ça peut se négocier. Honnêtement, ça me paraît pas. Donc, je le fais jamais, hein, d'acheter des joueurs dans mes équipes parce que j'aime pas ça. En revanche, cette fois-ci, exception totale. Bastoni devrait bientôt être un joueur de Tottenham. Donc, c'est vraiment le moment aussi où tout bascule du côté de Rome, puisqu'on s'aperçoit que même si on paye, voire on surpaye certains joueurs, il n'y a pas moyen de les retenir. Et notamment là pour Bastoni, c'était impossible. Un peu dommage, parce que j'aurais aimé garder cet effectif constitué du côté de la Roma, mais il n'y avait pas moyen sur ce coup-là. Ce qui fait que du coup, voilà, Bastoni a accepté désormais le contrat proposé par Tottenham. Et par contre, dans le même temps, j'ai négocié un joueur qui ferait donc son retour à son club formateur. Il s'agit d'Alessandro Romagnoli, que j'avais acheté à Tottenham. Et je trouve que défenseur axial gaucher, c'est du poste pour poste, avec quand même évidemment plus de fric, vous l'avez vu passer en provenance de Tottenham, puisque la valeur marchande de Romagnoli est inférieure à celle de Bastoni, hein, très clairement. Pendant ce temps-là, toujours, on a une offre à Rome. Attention, hein, on se fait attaquer de partout. Hein. L'été d'avant, ça avait été le cas aussi. On se fait attaquer de partout, et là, c'est Paul Lopez qui est convoité. Pendant que Meret, ça bouge pas. Ouais, j'ai des petits problèmes de gardien à gérer. Enfin, c'est des problèmes de riches, puisque à chaque fois, j'ai quelqu'un de plus fort qui attend. Mais il faut que je me débarrasse du gros contrat du gardien qui était anciennement titulaire. Donc pour Meret, on va peut-être s'en sortir du côté de l'Inter, à voir. Et on trouve aussi une solution là, voilà, pour ce joueur qui est beaucoup moins important, Andreas Poulsen, beaucoup moins important, mais ça fait aussi de l'argent et ça permettra de financer certaines acquisitions. Et du côté de la Roma, au revoir à Paul Lopez. Il faut dire qu'on avait de quoi le remplacer. En fait, il était même déjà un peu moins fort que le jeune qui avait déjà émergé. Il s'appelle Spinacci, qu'on va regarder, je crois, dans un instant, puisqu'on va lui proposer un nouveau contrat. En attendant, profitant un petit peu des rentrées financières, je signe José Gaia. Je voulais me renforcer sur les postes de latéraux du côté de Tottenham. Donc je vais chercher du côté de Valencia l'Espagnol Gaia. Et on va par contre devoir jouer un peu sur les dates pour ce qui est de l'arrivée définitive d'Alessandro Bastoni du côté de Tottenham. Donc ça continue à recruter à l'anglaise un peu, hein, ça lâche beaucoup d'argent du côté de Tottenham, alors que du côté de la Roma, j'essaie d'avoir une politique plus raisonnable, mais par contre là je me retrouve obligé, malgré les possibilités de salaire qui augmentent au fil du temps, et qui permettent aussi de revaloriser certains joueurs, comme Alessio Riccardi, phénoménal joueur. Quand on lui laisse du temps de jeu, il devient exceptionnel. Voilà. Hein, ok, on a compris le projet, j'essaie de prolonger tout ce que je peux. Quand je peux pas, il faut laisser partir. Très gros transfert avec De Jong au PSG. PSG qui a toujours une grosse surface financière. Là, dans cette partie, phénoménal potentiel du PSG. Meret, enfin, on a trouvé un accord, puisque je rappelle, hein, Donnarumma est arrivé du côté de Tottenham. Donc, on va pouvoir, dans la foulée, confirmer l'opération pour Bastoni grâce à l'argent qui provient de la vente de Meret. Tout ça, c'est un jeu de domino. Et donc, voilà, Bastoni terminé à la Roma. Il part du côté de Tottenham. Et honnêtement, c'est le blockbuster trade, hein, si on était en jargon NBA. Blockbuster trade de l'intersaison, en tout cas pour ce qui me concerne, puisque De Jong c'était encore sur une surface financière supérieure. Les petits jeunes qui nous rejoignent. Du côté de la Roma, je continue en fait à investir de l'argent. C'est pas très cher à chaque fois, mais il faut investir sur la suite, toujours. Le petit Raphaël Perrin est phénoménal. Rogerio et Ewan Rodriguez, on verra avec le temps. Au moment voilà, où donc on va attribuer le maillot, le stage linguistique et compagnie à Bastoni.
La signature de Donnarumma que j'avais annoncé, de toute façon ça fait 6 mois que le transfert est arrangé. On l'avait arraché au Milan AC sur une somme assez prodigieuse, mais je crois que le garçon en vaut la peine. C'est un petit peu une réincarnation de Gigi Buffon jeune, donc il faut en profiter. Je vise une victoire en Ligue des Champions avec Tottenham. Donc à partir de là, il faut faire ce qu'il faut, c'est-à-dire avoir un top gardien. Esposito est prolongé, ça c'est toujours ma stratégie à la Roma, qui est d'essayer de blinder les contrats pour que les mecs soient hyper satisfaits. Voilà, je vous parlais d'Esposito à l'instant. Là c'est Spinacci, c'est celui qui sera le gardien titulaire. Maintenant il est génial. Il suffit de regarder, je vous l'avais montré, il jouait pas mal déjà dans les épisodes précédents, il a pris du volume, il est très très jeune, il représente l'avenir au poste de gardien, et du coup je continue par contre à Tottenham d'essayer de blinder certains postes, parce que j'ai une doublette Rice, Sensi, au milieu de terrain, j'ai également Mohamed Iataren, mais il me semble que Marcos Llorente, qui a fait un petit passage dans un championnat un peu plus exotique, pourrait revenir comme ça en Europe, voilà, et on le prendrait du Zénith. Je trouve que le prix n'est pas très élevé par rapport à l'estimation qu'on me fait du joueur. Pour ça que je craque un peu et je balance l'argent. On nous annonce du 4 étoiles et demi. À partir de là, ça se refusait pas à ce prix-là. Il fallait essayer de gonfler l'effectif parce qu'on sait qu'on aura des blessures, il y aura toujours plein de choses. Ça, c'était un achat que j'avais fait l'année précédente. Donc, je finance l'arrivée de Llorente par la vente de ce jeune Pierre. Et puis voilà, on s'aperçoit que financièrement, on a les moyens de tout ça, parce qu'en fait, ça se passe excessivement bien. C'est l'économie de la Première Ligue, elle est phénoménale. Pendant ce temps-là, à Rome, on a d'autres soucis. C'est parfois trouver du temps de jeu à nos jeunes très forts espoirs. Ce petit Mathias Baldi, par exemple, en est l'illustration. On va le prêter, il va faire une très très grosse saison là où il sera prêté. Petit Renato, c'est pareil, vous voyez, je l'avais acquis récemment à Tottenham, je le prête, il faut du temps de jeu pour ce type-là. L'historique Lamela, qui avait fait le retour à Rome, très bref, va trouver du temps de jeu ailleurs, en carrière un peu expirante. Je continue à repérer des joueurs qui pourraient s'avérer précieux dans l'avenir. Ici, c'est ce petit Mario Castellanos qui pourrait avoir une vraie issue positive, quoi, si on le prend. Je vais donc confirmer, ce n'est pas cher. À chaque fois, c'est toujours pareil, essayer d'aller chercher des jeunes joueurs qui peuvent très très bien évoluer. Et me pose la question, effectivement, à 2 doigts de la lancée de la saison. Sera-ce la dernière saison de Gio sur le banc des Spurs? Haha, suspense. Pendant que le jeune Giallo Rosso, qui n'a que 2 saisons d'expérience en tant qu'entraîneur, lui attaque une 3e saison sans qu'on se pose de questions sur la suite. Le roster donc 2023-2024 de Tottenham avant de démarrer les hostilités. Déjà, on a des objectifs qui sont très élevés, mais qu'on est en mesure de remplir, parce qu'en fait l'effectif est vraiment très fort, on va le voir dans un instant. Donc pas de problème, j'ai pas d'inquiétude sur tout cela, même si c'est encore une fois très élevé, ça va demander de faire très peu de faux pas, même si, voilà, juste qualification pour la Ligue des Champions, c'est le seul objectif qui est un peu bas, mais pour le reste dans les coupes, il faudra être très ambitieux. Il nous reste pas grand chose pour dépenser ou pour accueillir, mais on a encore moyen, si c'est nécessaire, de bouger quelques joueurs. Je pense pas que je vais le faire, je vous avoue, à ce moment-là. Je trouve que mon effectif est constitué. Je suis allé chercher un deuxième gardien anecdotique, parce qu'il n'y aura pas de rotation sur le poste de gardien de but. Donnarumma sera titulaire, sans hésiter. Du côté des ailes, du côté des latéraux, Gaïa, évidemment, va être privilégié. On a Harry Kane, là je suis sur les cadres. Harry Kane est un cadre. On a également d'autres joueurs qui peuvent aspirer à ce profil de cadre. C'est évidemment le petit Ryan Shedley, donc énorme. Je ne me leurre pas sur le statut de Llorente. Llorente n'est pas non plus quelqu'un qui va venir bousculer la hiérarchie Sensi Rice au milieu du terrain. Faut pas
pas délirer non plus. Donc les cadres, voilà, ils sont établis. Hein, a priori, en tout cas, on est parti sur ça. Jadon Sancho, pour moi, est un cadre également. Voilà, on a ici l'ossature avec Rice, avec Sancho, avec Kane. Et après, les autres postes, il peut y avoir un peu plus de rotation. Alors en centrale, je vous ai annoncé un Bastoni titulaire. Il le sera, hein, bien sûr. La plupart du temps, il sera avec... il faut trouver le bon rôle de chacun, essayer de trouver une optimisation des choses. Il sera le plus souvent titulaire, bien évidemment, Bastoni avec Romero, ils seront associés les deux. Mais Pau Torres, c'est vraiment fort. Le petit Brésilien également que j'ai chopé, Morato, mérite de jouer. Il y a donc besoin de faire de la rotation. En défense centrale, Bastoni est un peu blessé, c'est anecdotique, encore une fois. Voilà, donc c'est pour ça que je mets Pau Torres pour le moment, mais il n'y a pas de mystère. Hein. Bastoni jouera énormément. Après, on a Nelson Semedo qui démarre titulaire. Attention, il y a des jeunes qui poussent derrière, notamment ce Michael Osekapou. Là, j'ai quelques jeunes comme ça qui sont vraiment, vraiment à exploiter. Il y a une petite lutte entre Lo Celso et Mohamed Yataren pour ce qui est du poste de, on va dire, de milieu plutôt offensif, positionnement devant Sensi Rice, derrière l'attaquant, donc c'est un profil très très important dans l'équipe, puisque c'est le joueur qui va devoir faire tout un paquet de choses, on s'en doute. Voilà, je me garde Dembélé pour jouer un rôle, on va dire, en tant que remplaçant de luxe, parce qu'il n'a pas fait une très bonne saison précédente. Ouais, Osekapou est remplaçant à droite, hein, derrière Semedo. En fait, Osekapou aura beaucoup de temps de jeu. Ça, c'est mon petit gardien, on l'a aperçu en remplaçant. Petit Ryan Sessegnon, normalement, devrait également avoir du temps de jeu derrière Gaïa. Il y a comme ça, voilà, quelques joueurs comme ça qui sont très importants, qui auront beaucoup de temps, même s'ils ne démarrent pas nécessairement titulaires la saison. Voilà un peu mon ossature. Voilà, mon 11 de départ sera celui-là. Il va nous permettre de nous imposer sur Man United. C'est quoi? C'est le Charity Shield, ça, hein, Charity Shield. En tout début de saison. On aura plusieurs rendez-vous, ce sera amusant. Plusieurs rendez-vous contre Manchester United, comme ça, en ce début de saison. Et le suivant sera évidemment la Super Coupe d'Europe. Ouais, je dis évidemment, on ne pouvait pas forcément s'y attendre. Ah oui, et là, c'est un petit point Panthéon. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément depuis des lustres dans ce jeu-là. C'est l'accès au Panthéon de notre entraîneur de nos entraîneurs, lorsqu'ils commencent à accumuler un certain nombre de grosses perfs et qu'ils ont gagné comme ça plein de points. L'apparition dans le top 20 mondial all-time, hein, de cet entraîneur Gio là, et du meilleur effet. On va mal démarrer dans la foulée. Je fais pas comme je faisais dans les autres épisodes, vous pouvez le constater. Oui, ça c'est une arnaque totale ce match, hein, mais ça arrive aussi. Hein. Ça c'est Football Manager. On va pas, il faut même pas s'en énerver ou s'en surprendre. C'est comme ça. Hold-up total où tu domines, tu archi-domines et les autres sur une frappe cadrée vont t'égaliser, pardon. Je vais pas faire comme dans les épisodes précédents. Je vais pas suivre les choses de manière linéaire et surtout en montrant tout. Je vais surtout montrer des petits points centraux à des moments de la saison pour essayer d'avancer un petit peu plus rapidement en fait. On va se retrouver, vous voyez ici, je vous le promettais, il y avait une histoire de Super Coupe d'Europe là contre Manchester United quelques jours après le Charity Shield. On va se retrouver en prolongation. C'est pas forcément une très très bonne affaire. Et en prolongation, ah ouais, ils ont Davis sur le poste d'arrière gauche, hein, qui est vraiment phénoménal. Voilà, on n'est pas surpris. Greenwood. De toute façon, United est super fort. Ils ont gagné la Ligue des Champions dans cette partie. Il y a pas mystère. United, c'est vraiment hyper fort. Il y avait une grosse lutte avec eux par le passé, et ils vont s'imposer ici comme ça sur la Super Coupe d'Europe en ce début de saison. Donc on commence avec un petit échec
mais que ouais, ça m'empêche pas de vivre, étant donné que c'est pas l'objectif majeur de la saison non plus. C'est marrant, on pourra constater que donc 4 fois sur les 5 saisons disputées, on est dans la 5e au début, mais 4 fois sur 5, on aura eu le vainqueur de la Ligue des Champions qui s'impose face à celui de l'Europa League. C'est pas illogique non plus. Et on retrouve Manchester United en championnat quelques jours après. C'est pour ça que je dis 3 rendez-vous en très peu de jours face à cette équipe qui est super super forte. On s'est fait archi dominer en première mi-temps. On va réajuster un tout petit peu 2-3 détails pour la deuxième mi-temps. Et puis par contre, là c'est sur un coup de pied arrêté qu'on va prendre l'avantage. Coup de pied arrêté, c'est un peu de la chance aussi dans ce contexte-là en tout cas. Derrière, très mauvaise relance, égalisation de United. Donc là, je l'ai mauvaise, pour être franc. Donc et c'est un but pareil. C'est assez insupportable. Et dans la foulée, on se retrouve sur un match qui pourrait être compliqué, sauf que une nouvelle fois, ça va se décanter sur un coup de pied arrêté. Ici, c'est Sancho qui vient de son aile droite. Sancho a l'avantage de pouvoir être permuté en cours de match, c'est assez précieux. Il va venir comme ça marquer le deuxième but, avant qu'on ait évidemment, bah oui, encore le danger qui vient de la gauche, égalisation de United. Vraiment, ils sont redoutables, ils sont asphyxiants. Quand on joue contre eux, on a du mal à voir le jour, il faut le reconnaître. Le 2-2, je le prends tous les jours. Parce qu'honnêtement, à l'extérieur, c'était une bonne opération, surtout que dans le même temps, on a Liverpool et City qu'on recommence déjà à regarder de près, qui ont perdu des points. Et puis j'envisage vraiment de faire revenir Troy Parrott. Parce que ce joueur, il est issu de Tottenham, il est sorti très jeune de là, et honnêtement, j'ai envie de le faire revenir. Ça m'offrirait une solution derrière Harry Kane, qui sera un petit peu plus, je dirais, viable que mettre Dele Alli en pointe, qui semble être un choix un peu par défaut. Et donc, j'ai fait le forcing, je l'ai dragué pendant 6 mois à lui envoyer des propositions de transfert qui étaient refusées. On a fini par énerver le joueur, tant mieux, et fini par aboutir, mais à prix très coûteux, à donc un accord. Un petit point sur la Roma qui, à ce moment-là, va démarrer son championnat. Alors, on n'est pas dans la même sphère, on n'est pas dans le business de la Première Ligue, on est plus dans celui d'un très bon club italien, avec ses limites financières. On l'a bien vu que la limite avait été aussi au niveau de la renommée avec Bastoni, qui avait voulu partir. Spinazzi, je vous en ai parlé juste avant, on l'a prolongé avec le départ de Paolo Lopez. Spinazzi est notre gardien titulaire. Et puis après, il y a comme ça un effectif qui est plus court, c'est volontaire de ma part, parce que en fait, je dispose d'énormément de jeunes que je vais faire jouer en fait. Donc par défaut, je les mets en U23 ou en espoir comme on veut, et en U18. D'ailleurs, je crois qu'en Italie, c'est pas U23, c'est U20. Et donc je les mets là. Et par contre, j'hésite pas à faire appel à eux. On va le voir juste après. Les cadres, toutefois, pour démarrer, Alessio Riccardi, Tagliafico, pour moi, doit être derrière Luca Pellegrini, qu'on a réussi à faire revenir l'année précédente. Odriozola garde son poste, mais je vais garder David Bois, parce que s'il y a un rôle à jouer pour lui, on le fera jouer. Je rappelle qu'il est formé au club. Donc c'est vraiment l'obsession des mecs italiens formés au club. Et quand je peux pas avoir ça, je vais sur des Brésiliens, sauf exception. Voilà. Florenzi, donc l'actuel joueur du PSG IRL. Et bien sûr, là, c'est un des vétérans du vestiaire. Je l'utilise tantôt au poste de latéral droit, tantôt au poste de milieu droit. Lorenzo Pellegrini est associé au milieu avec Riccardi. Ça fait un milieu central qui est juste phénoménal. Chiesa sur l'aile droite. On a Zaniolo qui est évidemment derrière l'attaquant. On va le voir juste après. Petit Ibanez a un rôle à jouer en centrale derrière Romagnoli, Mancini. Mais j'ai quelques jeunes aussi à faire rentrer
en cas de besoin. Il faut dire que Diawara, Cristante auront un peu moins de temps de jeu parce que je vais aussi donner beaucoup aux jeunes Sistaro, mais on le verra sur l'écran récapitulatif. Il faut noter que le deuxième gardien, c'est Alfredo Lopez Lopez, c'est aussi un régène, c'est comme Spinacci. Il est redoutable et déjà il serait en mesure de jouer. Donc on est blindé au niveau des gardiens, c'est aussi pour ça que j'ai fait partir Paul Lopez. Voilà, ça nous fait en fait, comme c'est la 5e saison et que je n'ai pas arrêté d'essayer de scruter tout ce que je pouvais trouver comme jeunes joueurs qui pouvaient renforcer cette Roma avec des contraintes de nationalité que je me suis imposé, parce que j'ai pas envie de faire les United Colors of Roma, ça me gonfle en fait. Pour moi, qui suis un peu old school sur ce plan-là, la Roma, ça doit être la Roma italienne, voire brésilienne. Elle a une histoire de ce côté-là, ou argentine. On se souvient tous de Gabriele Batistuta, pour ne nommer que lui. Voilà. Donc, il y a ce qu'il faut comme jeune de talent. Vous voyez les potentiels avec les étoiles, pour venir comme ça combler notre effectif. Le petit Sistaro, on va s'y intéresser juste après, mais au milieu, on a vraiment de la rotation, on va dire. Zaniolo, évidemment, titulaire. Derrière, Esposito, qui est notre, c'est notre dieu vivant. Sebastiano Esposito, c'est le dieu vivant de cette équipe. Il va attaquer sa 4e saison à la Roma, il a 21 ans. C'est un phénomène mutanesque. Kluivert et Martinelli vont être en bataille pour le poste de titulaire sur l'aile gauche, puisque j'avais fait l'acquisition de l'ancien joueur d'Arsenal, donc dans la partie Martinelli, brésilien, double nationalité italienne, donc il cadrait parfaitement avec mes recherches. On avait fini par l'avoir. Petit Sergio Gomez aussi en réserve de l'effectif, hein. Et comme je vous l'ai annoncé, Sistaro, Cristante, Diawara au milieu. Sistaro, c'est un régène que j'ai eu très très tôt dans la partie, qui s'est développé beaucoup. C'est un milieu défensif, milieu central, qui est vraiment exceptionnellement prometteur. Derrière Riccardi et Pellegrini, c'est vraiment ma 3e option à ce stade. Voilà. Donc, équipe que j'adore, parce que je la trouve pas cheatée, mais en même temps très très excitante. Et peu de rotation, c'est vrai, mais parce qu'on fait avec les moyens du bord, et on a envie de donner beaucoup de temps de jeu à certains. Pendant ce temps-là, donc, le transfert de Troy Parrott, le retour de Parrott à Tottenham, est acté pour une fort jolie somme, hein, tout de même, je paye cher, hein, mais voilà, faire revenir un mec formé au club, ça n'a pas de prix, entre guillemets. Coup dur à Rome, puisqu'on essaye de me draguer encore un joueur, c'est Odriozola. J'avais paré aux offensifs du Real Madrid et de Chelsea pour Chiesa. J'avais réussi à parer à cela en lui renouvelant son contrat, tout simplement. Mais par contre, Odriozola, j'ai pas envie de le perdre, parce que si je le faisais partir, j'aurais des problèmes. On va essayer de le convaincre de rester. Oui, donc italien, brésilien, argentin si besoin, et quelques espagnols, disons-le. Il faut bien trouver des manières de fonctionner. Voilà, Odriozola, heureusement, donc ça va se calmer. Et c'est vrai que dans la foulée, moi je suis assez tenté par une prolongation de contrat pour essayer de clore le dossier et faire en sorte qu'Odriozola n'ait pas de vague à l'âme et ne cherche pas à partir. Donc on va lui proposer l'argent qu'il mérite. Ça va être très cher. Mes salaires à ce stade-là à la Roma sont actuellement plafonnés aux alentours des 1,25 millions d'euros par mois. Je crois que c'est Lorenzo Pellegrini, hein, qui a le plus gros salaire, mais Chiesa est pas loin de ce salaire-là. Et on va monter du coup très haut pour Odriozola. Et voilà, je l'assume. C'est un peu cher, mais c'est comme ça. Le petit Riccio, qui appartient à Chelsea, ça fait 2 fois que je le prends en prêt. J'espère vraiment à terme l'attirer du côté de Rome. C'est ma prochaine acquisition, en tout cas visée. Je vais me débarrasser de Pavone, qui est pas un mauvais joueur du tout. Christian Pavone est un très bon ailier, mais qui ne cadre plus avec mes besoins. Puis surtout, j'ai besoin d'argent en vérité pour financer encore quelques petits mouvements à ce stade-là. Les bilans sont toujours corrects. Même si là ça démarrait mal au niveau des matchs, mais pas de problème. L'équilibre du groupe est bon, il y a une bonne dynamique,
L'entraîneur de Tottenham est très réputé avec les années, hein, donc il n'y a pas de problème avec lui. Ce qui est plus rassurant, c'est pour celui de Rome, qui passe en positif au niveau de son évaluation et même de son rapport avec les joueurs. Ça veut dire que les joueurs vont être un peu plus compréhensifs, ça va un peu mieux se passer globalement grâce à cela. Voilà, un petit contrat proposé justement à ce nouveau coach, enfin à ce coach qui n'est plus un rookie, hein, mais qui est un coach avec seulement 2 années d'expérience. Mais tout cela est très bon. On va prolonger le contrat de ce jeune Giallorosso à la Roma. Voilà, bon, je ne vais pas négocier outre mesure les choses. Je suis déjà content qu'on me propose un contrat comme ça par anticipation. 10 mois avant la fin de contrat. Donc 9-10 mois, je sais plus. Donc on va s'en satisfaire. A priori, celui-là est parti pour rester. Je pense qu'il va faire quelques années encore à Rome. Voilà, en essayant d'aller se faire un palmarès, hein, puisqu'il a déjà réussi un peu. Il a des championnats, il a des coupes, mais il va falloir réussir sur le plan européen. Le petit point sur les championnats à la trêve. Voilà, là j'ai avancé, je suis beaucoup plus loin. J'ai joué beaucoup de matchs. Je profite ici pour prolonger Justin Kluivert, parce qu'au final, il était déjà là au début. C'est sa 5e saison, en tout cas dans la partie. C'est même un peu plus, puisque Justin Kluivert est arrivé encore un peu avant à la Roma. Donc, ouais, j'y crois. J'ai envie de le conserver. Surtout qu'il n'y a jamais eu une offre impossible à refuser pour Justin Kluivert. Donc, autant le conserver malgré sa nationalité. Il n'y a pas de problème linguistique en plus avec lui. C'est pas comme si on faisait l'acquisition d'un Hollandais à présent. Vous voyez un peu les bilans intermédiaires après environ une grosse dizaine de matchs de chaque côté. La Ligue des Champions, les phases de poule se passent pas mal. On fait un petit point là ici sur les stats pour constater qu'à Tottenham, ça ne se passe pas mal du tout, avec une répartition des temps de jeu. J'essaie quand même de donner pas mal de temps à un certain nombre de mes non-titulaires. Parfois, vous voyez, je repose les titulaires et je fais comme ça une grosse rotation pour satisfaire tout le monde, pour reposer aussi les titulaires, pour pas les brûler. Du côté de la Roma, on est en tête. Bon, Milan est chaud, hein. Milan est chaud, mais on est en tête de la Serie A. La phase de poule en Ligue des Champions se passe très bien. Statistiquement, on a toujours de grosses satisfactions avec Esposito, par exemple. Donc ça va. Et puis après, il y a des petites pérégrinations de certaines équipes. Vous voyez ici, par exemple, journée 11, elle est capitale, avec 3 faux pas pour les équipes concurrentes en Première Ligue, pendant que Tottenham est allé arracher une victoire à la toute fin du match grâce, je vous le donne en mille, à son capitaine, Harry Kane, son symbole identitaire. Blessure assez embarrassante. Ce ne sera pas la première, malheureusement. Jadon Sancho se repètera fin décembre. Il a quelques petits soucis de santé. À Rome, c'est la douce balade, hein. Quadruplé ici d'Esposito, par exemple, en Ligue des Champions, sur la réception du FC Porto, qui pourtant est une équipe poil à gratter, hein. C'est une équipe poil à gratter, mais là, il y avait eu un scénario de match qui avait été assez favorable. Donc ça continue à se passer de la meilleure des manières pour nous, avec même le petit bonheur par moment d'avoir un Spinacci qui arrête des pénaltys. Donc je kiffe mon petit Spinacci, je le trouve tellement excitant, même s'il a une tronche de cake avec sa face simulée de Régène. Tottenham continue à bien se comporter. On a comme ça à des moments quelques buts qui sont agréables à regarder, hein, notamment ici. Regardez-moi ça, le petit enroulé du gauche, pleine lucarne. Pourquoi est-ce que je le montre? C'est parce que Dembélé était en souffrance l'année qui avait précédé, c'était sa première année au club. Et en fait, il est en train de faire une super deuxième saison. Donc, énorme satisfaction que le comportement de Dembélé en cette période-là. Vous voyez, les choses avancent un petit peu. On a comme ça une lutte
qui paraît être entre plusieurs équipes. Bon, on connaît lesquelles, de toute façon c'est toujours les mêmes. Mais c'est Chelsea qui va être, même si là il lâche des points, Chelsea va être vraiment le concurrent a priori, dans un premier temps en Première Ligue cette année de Tottenham, le plus dangereux. Ça a encore le temps d'évoluer, on est qu'au tiers du championnat. Et la phase de groupe s'achève. Vous voyez, on est déjà en décembre, j'ai énormément passé. Je suis passé sur beaucoup de moments. Tottenham a terminé en tête de son groupe, malgré 2 matchs nuls. La Roma a fait presque carton plein avec un petit match nul là aussi. Il y a quelques actions par moment qui peuvent apparaître comme sympathiques, comme ici cette profondeur qui a été trouvée au milieu du terrain par Sensi pour la finition. Voilà, on a plutôt de la réussite, ça se passe très bien. Il faut juste continuer sur ce mode-là. On va pas tarder à avoir le résultat du tirage au sort pour les 8e de finale, il va être capital. Mais pendant ce temps-là, Chelsea continue à vraiment faire le boulot. Pendant que nous, on est tenu en échec contre City. Donc attention vraiment à ce Chelsea-là. Je réaligne encore un petit peu quelques salaires. Declan Rice, Yataren prennent une augmentation très méritée du côté de Tottenham. Et du côté de la Roma, c'est Martinelli qui obtient sa petite prime de revalorisation là. Et Luca Pellegrini, que j'avais recruté pour une bouchée de pain au niveau du salaire également, qui est enfin indexé sur sa vraie valeur, parce qu'il a pris le dessus, sur Tagliafico. 8e de finale de Ligue des Champions. Le choc opposera la Roma à United. Donc là, c'est vraiment un choc incroyable. Le LOSC contre Tottenham, c'est pas faire injure au LOSC que dire que Tottenham est quand même bien favori. En Espagne, on peut s'apercevoir que Barcelone est plutôt bien, mais le Real n'est vraiment pas loin. L'Angleterre, nous l'avons évoqué juste avant. Il y a un resserrement en tête, mais c'est quand même essentiellement Chelsea, Tottenham qui vont se mener la lutte. Le PSG ultra domine. Ça s'est resserré en Allemagne par rapport à la saison d'avant où c'était calamiteux pour le Bayern qui avait complètement craqué. L'Ajax domine son championnat. Et en Italie, c'est plutôt pas si mal parti que ça du tout pour la Roma. Mais je me fais pas trop de soucis. Pour la Serie A, c'est plus la Ligue des Champions qui devient vraiment un souci là avec United. On va régler par salaire décroissant pour voir un petit peu les statistiques là au 1er janvier 2024. Les statistiques de nos joueurs du côté de Tottenham. Ah, vous voyez qui joue qui joue majoritairement. Non, mais on notera quand même les super performances notamment de Dembélé. Yataren est vraiment intéressant. Et Bergwijn surperforme par rapport à ce que j'aurais pu attendre à ce stade-là. Et puis, voilà, les échéances futures. Tout va se jouer là. Il n'y a encore rien qui est évidemment décidé. On va avoir la Cup dans 2 jours, je crois, ou dans 3 jours, qui va commencer. Bref, plein de choses à vous proposer par la suite pour ces Tottenham Hotspurs. Et du côté de Rome, si on regarde de nouveau par salaire décroissant, voilà, Lorenzo, Odriozola, Esposito, Chiesa, Zaniolo. Peut-être Zaniolo, le seul qui ne performe pas des masses statistiquement. Oui, mais voilà, les autres années, il avait aussi ce type de rendement, mais au moment clé, genre une finale ou un truc comme ça, il nous marque un but. Ou alors, il nous met même parfois un but, une passe. Donc, il n'est absolument pas remis en question, Zaniolo. Et puis, pour ce qui est des échéances futures, donc voilà, championnat en bonne voie. United, il va falloir trouver le moyen de faire un miracle, en fait, contre United. Et puis sinon, je vous dis à une prochaine pour la suite de toutes ces petites aventures. Bye bye.